La Grande-Bretagne est lentement étranglée. Non pas par des bombes tombant sur Londres, ni par des chars roulant à travers la campagne, mais par quelque chose de bien plus insidieux. La disparition silencieuse des navires dans les eaux froides et sombres de l'océan Atlantique. Chaque semaine, un autre convoi par des ports nord-américains chargé de nourriture, de carburant, de médicaments et de matières premières. Et chaque semaine, de moins en moins de navires reviennent. Les chiffres racontent une histoire terrifiante. Au cours des seuls 4 premiers mois de 1940, l'Allemand Hubo envoya plus de 250 navires alliés au fond de l'Atlantique. Il ne s'agit pas seulement de statistiques sur une carte navale. Cela représente des milliers de tonnes de nourriture qui n'arriveront jamais sur les tables britanniques. Un carburant qui n'alimentera jamais les usines britanniques et les marins qui ne reverront jamais chez eux. La Grande-Bretagne importe environ 55 millions de tonnes de fournitures chaque année, rien que pour survivre. La nation insulaire ne produit qu'environ 30% de sa propre nourriture. Sans ces convois, le pays risque la famine en quelques mois. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte allemande Hubo, c'est exactement ce qu'il fait. Il a perfectionné la tactique Wolfpack. Des groupes de sous-marins chassaient ensemble, coordonnaient leurs attaques, écrasaient les escortes de convois. Son Hubo ne se bat pas loyalement. Il frappe la nuit, faisant surface pour attaquer dans l'obscurité, là où le sonar britannique ASDIC ne peut pas les détecter. Une seule torpille peut couler un cargo de 10 000 tonnes en quelques minutes. L'équipage, s'il a de la chance, aura peut-être le temps d'abandonner le navire avant que les eaux glaciales de l'Atlantique ne le réclament. Les commodores des convois britanniques sont confrontés à des choix impossibles à chaque voyage. Naviguer plus vite et laisser derrière vous les navires marchands plus lents. Zigzaguer pour éviter les torpilles, mais brûler un précieux carburant. Rester ensemble pour vous protéger, mais présenter une cible plus grande. Chaque décision peut signifier la vie ou la mort pour des centaines d'hommes. Winston Churchill, qui devient Premier ministre en mai 1940, écrira plus tard que le péril Hubo était la seule chose qui m'ait vraiment effrayé pendant la guerre. Pensez-y un instant. C'est un homme confronté à l'invasion nazie, au Blitz, à la chute de la France, et ce qui l'empêche de dormir la nuit, ce sont les chasseurs silencieux qui rôdent sous les vagues. Au printemps 1940, la flotte marchande britannique meurt plus vite que les chantiers navals ne peuvent la remplacer. La Royal Navy est incroyablement sollicitée, essayant simultanément d'escorter des convois, de chasser et de défendre la patrie. Les capitaines des destroyers enfoncent leurs navires dans le sol, passant d'un convoi à l'autre. Jamais assez d'escorte pour faire le tour. Certains convois traversent avec seulement 1 ou 2 navires de guerre, protégeant 30 ou 40 navires marchands. Et voici ce qui rend les choses pires. Les sous-mariniers allemands deviennent plus audacieux. Ils opèrent désormais en groupe, partageant des renseignements, appelant leurs camarades de meute lorsqu'ils repèrent un convoi. Un Hubo suivait les navires marchands pendant la journée, transmettant par radio des rapports de position. Puis, à la tombée de la nuit, 5 ou 6 sous-marins convergeaient pour un massacre coordonné. Les marins britanniques commencent à appeler cette période la période heureuse. Mais c'est le surnom allemand. Pour les équipages Hubo, c'est un entraînement sur cible. Pour les Alliés, c'est un cauchemar. Mais les Wolfpack ne constituent pas le pire des problèmes de la Grande-Bretagne. Car pendant que Churchill et ses amiraux se concentrent sur la menace Hubo, un autre tueur se cache dans les eaux. Celui qui ne chasse pas en meute n'a pas besoin d'équipage et frappe sans avertissement dans des endroits où les navires devraient être totalement en sécurité. 21 novembre 1939. Le destroyer britannique HMS Gypsy traverse l'estrie de Tampam, au large des côtes anglaises. Ce ne sont pas des eaux ennemies. C'est pratiquement la cour avant de la Grande-Bretagne, un canal que la Royal Navy a balayé des dizaines de fois à la recherche de mines. Puis, sans avertissement, une explosion massive déchire la coque du navire. Gypsy tombe en quelques minutes. Pas de sillage de torpilles, pas d'observation de périscope, aucun avertissement. 3 jours plus tard, cela recommence. Le navire marchand SS Teroni Maru explose dans la même zone. Puis un autre et un autre. Des navires explosent dans des ports, des embouchures de rivières et des eaux côtières qui devraient être totalement sûres. Les explosions sont catastrophiques. Des branches entières arrachées, des navires brisés en deux, des équipages tués sur le coup. Début décembre 1939, plus d'une douzaine de navires avaient été perdus dans les eaux territoriales britanniques et personne n'avait la moindre idée de la cause de ce phénomène. L'amiral T est déconcerté. Ce ne sont pas des attaques à la torpille. Il n'y a aucune preuve d'activité sous-marine dans ces zones peu profondes et fortement patrouillées. Ce ne sont pas non plus des mines de contact traditionnelles. Les dragueurs de mines britanniques ont sillonné ces routes à plusieurs reprises et n'ont rien trouvé. Les navires naviguent simplement, vaquant à leurs occupations, puis cessent soudainement d'exister dans une fontaine d'eau et de métal tordu.
La panique commence à s'installer dans la navigation britannique. Les capitaines qui ont affronté U-boat dans l'Atlantique sans broncher sont désormais terrifiés à l'idée d'entrer dans leur propre port. Parce qu'au moins avec un U-boat, c'est ce que vous combattez. Vous pouvez zigzaguer, vous pouvez déployer des escortes, vous pouvez larguer des grenades sous-marines. Mais c'est combattre un fantôme. Les équipes commencent à appeler l'Estrie des intérimaires le piège mortel. Un peu de mer, les capitaines de champ refusent catégoriquement de naviguer dans certains canaux, même sous ordre direct. Les pertes continuent d'augmenter jusqu'en décembre et janvier 1940. Le cuirassé HMS Nelson, de 45 000 tonnes de puissance navale britannique, heurte quelque chose au large de l'Écosse et arrive à peine au port avec sa proue presque arrachée. Si les vaisseaux capitaux ne sont pas en sécurité, rien ne l'est. Les ports britanniques sont en train de devenir des cimetières et la Royal Navy ne sait même pas ce qui tue les navires. Vient ensuite la pause. Le 23 novembre 1939, 2 jours seulement après le naufrage du HMS Gypsy, un avion allemand est repéré en train de lâcher quelque chose en parachute dans les vasières près de Chubès à marée basse. Lorsque la marée se retire, les experts britanniques en déminage s'approchent prudemment. Ce qu'ils trouvent change tout. C'est une mine, mais contrairement à tout ce que la Royal Navy a vu auparavant. Pas de corne de contact, pas de mécanisme de détonation visible. Il est assis là dans la boue, semblant presque inoffensif. Le lieutenant-commandant John Uvie et son équipe passent des heures à l'examiner attentivement, sachant qu'un seul faux mouvement pourrait les anéantir et la réponse au mystère britannique. Ils travaillent avec de l'eau glacée clapotant à leurs pieds alors que la marée remonte, dans une course contre la montre. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur envoie des ondes de choc à travers l'Admiralté. Cette mine n'attend pas qu'un navire la heurte. Cela ne nécessite aucun contact physique. À l'intérieur du boîtier se trouve quelque chose de bien plus sinistre. Un capteur magnétique qui détecte la coque métallique des navires qui passent. Lorsqu'un navire navigue au-dessus de nous, la mine ressent le champ magnétique de tout cet acier et ce fer, puis explose. Les Allemands ont transformé la physique elle-même en arme. Soudain, tout prend un sens horrible. Les attaques en eau peu profonde, les explosions dans les ports, les balayeurs d'esprits navigant au-dessus des armes sans les déclencher. La Grande-Bretagne ne combat plus seulement les sous-marins. Il s'agit de combattre un ennemi invisible qui transforme la coque métallique de chaque navire en une condamnation à mort. La mine magnétique capturée atterrit sur le bureau d'un homme qui n'a rien à faire dans la Royal Navy. Charles Good est un professeur de chimie canadien venu en Grande-Bretagne grâce à une bourse universitaire avant la guerre. Ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un architecte naval. C'est un scientifique qui s'est laissé entraîner dans la course désespérée de la Grande-Bretagne pour mobiliser tous les cerveaux disponibles contre la menace nazie. À la fin de 1939, l'Amiralté crée ce qu'on appelle le département du développement des armes diverses. Fondamentalement, un dépotoir pour les idées non conventionnelles et les personnes étranges qui les proposent. Goudev s'y intègre parfaitement. Lorsque le problème des mines magnétiques arrive à son bureau au début des années 1940, la plupart des officiers de marine pensent en termes traditionnels. Construisez de meilleurs balayeurs d'esprit. Développez un plaquage de coque plus solide. Cartographiez les champs de mines avec plus de soin. Ce sont des approches sensées et logiques de la part de marins expérimentés. Good regarde le problème complètement différemment. Il comprend quelque chose que les amiraux ne comprennent pas. Ce n'est pas un problème naval. C'est un problème de physique. L'esprit ne se soucie pas de l'épaisseur du blindage ou de la conception du navire. Il répond au champ magnétique. Chaque navire est essentiellement un aimant géant flottant sur l'eau. Les trous en acier sont magnétisés pendant la construction. Le martelage, le soudage, le façonnage du métal alignent tous les molécules de fer dans le champ magnétique terrestre. Même après son lancement, un navire porte cette signature magnétique. Et c'est cette signature qui tue les équipages. La solution de Goudev semble absolument insensée lorsqu'il la propose pour la première fois. Il veut envelopper des navires entiers dans des câbles électriques et y faire passer du courant. Des milliers de pieds de fil enroulés autour de trous alimentés par des générateurs embarqués, créant un champ électromagnétique qui annulerait le magnétisme naturel du navire. Il veut rendre les navires magnétiquement invisibles. La première réaction de l'admiral correspond à ce à quoi vous vous attendez. Un professeur d'université explique à des officiers supérieurs de la marine qui ont passé 30 ans en mer qu'ils doivent transformer leurs navires de guerre en électro-aimants flottants. Certains pensent qu'il plaisante. D'autres pensent qu'il a perdu leur temps. Un amiral aurait demandé si Good avait bu, mais Goudev a les calculs pour le prouver. Il explique que tout champ magnétique a une polarité nord et sud. La coque du navire crée un champ, et si vous générez un champ égal et opposé autour d'elle, les deux s'annulent. C'est le même principe que les écouteurs anti-bruit, sauf qu'au lieu d'ondes sonores, vous annulez les champs magnétiques. Pour les capteurs de l'esprit,
Le vaisseau n'existerait tout simplement pas. Il passerait juste au-dessus de l'arme et la gâchette magnétique ne s'activerait jamais. Il y a juste un petit problème. Personne n'a jamais essayé cela sur quelque chose de plus gros qu'une barque. La bonne Ève propose de tromper. C'est le terme technique nommé d'après l'unité d'intensité du champ magnétique. Chaque navire de la flotte britannique, cuirassé, destroyer, cargo, pétrolier, traîneur, des milliers et des milliers de navires, chacun nécessitant des calculs personnalisés, un placement précis des câbles et un calibrage minutieux. La logistique est stupéfiante et la Grande-Bretagne n'a pas le temps. Les navires explosent quotidiennement. Les mines magnétiques se propagent sur tous les principaux canaux de navigation autour des îles britanniques. U-boats coulent déjà des navires marchands en eau libre. Désormais, les navires ne peuvent même plus atteindre les ports en toute sécurité. Si la Royal Navy passe des mois à tester et à débattre de l'idée de Good, il ne restera peut-être plus une flotte à sauver. Malgré le scepticisme, malgré l'ampleur astronomique de la tâche, malgré le fait que cela ressemble à un roman de science-fiction, l'Admiralté donne à Good la permission d'essayer. Ils n'ont pas de meilleures options. Parfois, en temps de guerre, il faut tout miser sur une idée folle. Voici ce qui rend la mine magnétique diaboliquement intelligente. La Terre elle-même est un aimant géant avec des lignes de champs magnétiques allant du pôle nord au pôle sud. Lorsque vous construisez un navire, martelez des plaques d'acier, soudez des joints, pliez du métal pour lui donner forme, vous faites toute cette construction dans le champ magnétique terrestre. Les molécules de fer dans l'acier s'alignent progressivement avec ce champ, de minuscules aiguilles de boussole pointant toutes dans la même direction. Le navire devient magnétisé en permanence, portant ce que les scientifiques appellent une signature magnétique. Cette signature est plus forte aux extrémités du navire, à la proue et à la poupe, là où la coque se courbe le plus de façon spectaculaire. Un cargo typique de 10 000 tonnes crée un champ magnétique suffisamment puissant pour être détecté à une distance de 30 pieds. Des cuirassés avec leur blindage massif en acier, encore plus résistant. Le champ ne s'arrête pas lorsque l'équipage rentre chez lui. Il ne disparaît pas dans le brouillard ou dans l'obscurité. Elle est toujours là, émettant depuis la coque une balise qui dit « Faites exploser ici sur n'importe quelle mine magnétique à portée ». Les ingénieurs allemands l'ont parfaitement compris lorsqu'ils ont conçu leur arme. La mine repose sur le fond marin, patiente et silencieuse. À l'intérieur de son boîtier étanche, un magnétomètre, essentiellement une boussole sensible, surveille le champ magnétique ambiant. Lorsqu'un navire passe au-dessus de nous, le magnétomètre détecte le changement soudain de l'intensité du champ. Une fois que ce changement franchit un seuil prédéfini, un circuit électrique se ferme, le courant circule vers le détonateur et 650 livres d'explosifs puissants transforment le fond marin en une zone meurtrière. La beauté du design du point de vue allemand est qu'il est pratiquement implacable. Les mines traditionnelles flottent à la surface ou flottent juste en dessous, attachées à des ancres par des câbles. Les dragueurs de mines peuvent couper ces câbles ou faire exploser les mines avec des coups de feu. Mais les mines magnétiques se trouvent directement au fond, dans les eaux peu profondes. Les dragueurs de mines naviguant au-dessus d'eux déclenchent n'importe quel autre navire. La Grande-Bretagne a ainsi perdu plusieurs balayeurs d'esprit avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait. La solution de désorption de Good attaque le problème à sa source. Si vous ne pouvez pas cacher le métal du navire, vous annulez son champ magnétique. La technique consiste à envelopper le navire dans une longue boucle de câbles. Parfois une seule boucle autour de tout le trou. Parfois plusieurs boucles à différentes hauteurs. Lorsque le courant électrique circule dans ce câble, il génère son propre champ magnétique. Selon les principes découverts par le physicien Hans Christian Ørsted en 1820, l'astuce consiste à trouver la bonne polarité. Si le trou du navire a un pôle nord magnétique à la proue, vous faites passer le courant à travers le câble de degrés dans une direction qui crée un pôle sud au même endroit. Les deux champs interagissent et se neutralisent. Faites-le correctement autour de toute la coque et la signature magnétique du navire passe de 30 pieds à quelques centimètres seulement. Trop faible pour déclencher les capteurs de la mine. Mais c'est ici que ça se complique. Chaque navire est différent. Un destroyer construit à Glasgow a une signature magnétique différente de celle d'un cargo construit à Newcastle. L'intensité varie en fonction de la composition de l'acier, des méthodes de construction, de l'ancienneté du navire et même de la direction dans laquelle il était orienté dans le chantier naval. Vous ne pouvez pas simplement enrouler un câble standard autour de chaque navire et dire que c'est terminé. Chaque navire nécessite des mesures individuelles, des calculs personnalisés et un étalonnage précis. Good se rend compte qu'il ne résout pas seulement un problème de physique. Il tente de réinventer les procédures de construction navale pour l'ensemble de la flotte marchande et navale britannique. Et il doit le faire en quelques semaines, pas en années. Le premier test a lieu en janvier 1940 au HMS Vernon, l'école de torpille et d'exploitation minière de la Royal Navy à Portsmouth. Good et son équipe choisissent un petit balayeur d'esprit,
le HMS Board, comme cobaye. Ils passent 3 jours à mesurer le champ magnétique du navire sous tous les angles à l'aide de magnétomètres sensibles empruntés au département de physique des universités. Ensuite, ils enroulent 2000 pieds de câbles électriques lourds autour du trou selon un motif soigneusement calculé, le connectent à un générateur et actionnent l'interrupteur. Les résultats sont époustouflants. La signature magnétique du navire chute de plus de 90%. Lorsqu'il navigue à bord du HMS au-dessus de capteurs magnétiques de test, les instruments n'enregistrent presque rien. C'est comme si le vaisseau avait disparu du spectre magnétique. Bien l'idée folle d'Eve fonctionne réellement. Mais le succès crée son propre cauchemar. Un navire d'essai est une preuve de concept. La Grande-Bretagne exploite plus de 9000 navires marchands, ainsi que des centaines de navires de guerre, destroyers, croiseurs, cuirassés de la Royal Navy et d'innombrables embarcations auxiliaires. Chacun doit être désossé s'il veut survivre au passage dans les eaux britanniques. Et les navires arrivent quotidiennement. Cargos américains, escortes canadiennes, camions de réquisition, cargos construits en urgence. La file d'attente ne cesse de s'allonger. Le calcul est bon et c'est terrifiant. Chaque navire nécessite environ 2000 pieds de câbles de cuivre épais. Cela représente plus de 18 millions de pieds de câbles pour la seule flotte marchande. De quoi faire le tour de l'équateur terrestre. Les approvisionnements en cuivre de la Grande-Bretagne sont déjà mis à rude épreuve pour soutenir les infrastructures électriques, la production de munitions et la construction aéronautique. Désormais, Goudev a besoin de toute une chaîne d'approvisionnement supplémentaire uniquement pour le désossage des câbles. Ensuite, il y a le problème d'installation. Vous ne pouvez pas embaucher n'importe quel électricien dans la rue pour ce travail. Le placement des câbles doit être précis. Un mauvais positionnement et le champ dégorgé n'annuleront pas correctement le magnétisme de la coque. Trop de courant et vous risquez de déclencher un incendie ou d'endommager les systèmes électriques. Trop peu et le navire reste vulnérable. Chaque installation nécessite un personnel formé qui comprend à la fois le génie électrique et l'architecture navale. La Grande-Bretagne n'a pas ces gens-là. Le pays mène une guerre sur plusieurs fronts. Chaque ingénieur qualifié travaille déjà 16 heures par jour sur des radars, des moteurs d'avion, des systèmes de canons ou du caudrin. Good doit créer un département entier, les former en quelques semaines et les déployer dans les chantiers navals de Grande-Bretagne et éventuellement dans les ports alliés du monde entier. L'Admiralté établit des stations de dédorsage dans les principaux ports, Portsmouth, Liverpool, Glasgow, Belfast, Cardiff. Chaque station reçoit du matériel magnétométrique, des câbles et des équipes techniques formées à la hâte. Les navires arrivant au port sont immédiatement mesurés. Des calculs sont effectués, le câble est enroulé autour des trous et des générateurs sont installés. L'ensemble du processus prend environ 48 heures par navire si tout se passe parfaitement. Cela ne se passe jamais parfaitement. Les navires arrivent endommagés par les attaques, nécessitant des réparations avant même que la désorption puisse commencer. Les expéditions de câbles sont retardées. Dysfonctionnement des générateurs. Les travailleurs font des erreurs de mesure et doivent recommencer. Et malgré tout cela, les U-boats continuent de chasser à l'extérieur des ports, attendant que les navires d'Eorst émergent et rejoignent les convois se dirigeant vers l'Atlantique. Good se rend compte qu'il a besoin d'une solution plus rapide pour l'énorme retard de navires. Son équipe développe un système simplifié appelé essuyage. Les navires naviguent lentement devant une installation côtière où des électroaimants massifs neutralisent temporairement leur champ magnétique. Ce n'est pas une température permanente, mais cela dure plusieurs semaines. Des stations de nettoyage sont installées aux entrées des ports, traitant plusieurs navires par jour au lieu d'un tous les 2 jours. En mars 1940, la Grande-Bretagne désamorçait ses navires plus rapidement que l'Allemagne ne pouvait poser de mines magnétiques. Mais c'est une course désespérée contre la montre. La vitesse devient tout. L'opération de Goudev se transforme d'un petit programme expérimental en le plus grand projet d'ingénierie de crash de l'histoire britannique. En avril 1940, les stations de dédorsage fonctionnaient 24 heures sur 24. 3 équipes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des étincelles jaillissent des torchets de soudage à minuit. Des électriciens épuisés mesurent les champs magnétiques à l'aube. Les équipes de câbles travaillent lors des raids aériens, ignorant les sirènes. Parce que chaque heure pendant laquelle un navire attend son déstockage est une heure pendant laquelle il ne peut pas transporter les fournitures dont il a désespérément besoin. L'amiral y attire les travailleurs partout où il peut les trouver. Les électriciens retraités sont rappelés au service. Les étudiants universitaires en physique sont recrutés directement depuis les amphithéâtres. Les femmes rejoignent les équipes de détachement en nombre sans précédent, faisant fonctionner des magnétomètres et calculant les schémas de câbles. Un travail qui demande de la précision et des compétences mathématiques, pas de force physique. À l'été 1940,
Plus de 3000 personnes travaillaient aux opérations de dégazage à travers la Grande-Bretagne. La logistique est hallucinante. Le câble arrive à la tonne dans les ports enroulés sur des bobines massives. Les travailleurs développent des techniques spécialisées pour manipuler le lourd fil de cuivre. Il est épais comme le pouce d'un homme et pèse plusieurs kilos par pied. Le contourner la coque d'un navire signifie abaisser les équipages sur des échafaudages le long des flancs du navire. Fixer le câble avec des supports tous les quelques pieds, en vous assurant que les connexions sont étanches et ne se corroderont pas dans l'eau de mer. Sur un grand chasseur, l'installation nécessite une journée entière de travail physique exténuant. Ensuite, il y a les tests. Après l'installation, chaque navire doit être mesuré à nouveau pour vérifier le degré. Les navires naviguent lentement dans les zones d'essai désignées, tandis que les magnétomètres à terre enregistrent leur signature. Si les valeurs sont encore trop élevées, les équipes reviennent en arrière et ajustent le courant, repositionnent les câbles et dépannent le système. Certains navires nécessitent 3 ou 4 tentatives avant d'être correctement neutralisés. Le programme s'étend au-delà des côtes britanniques. Le Canada établit des stations de dédorsage à Halifax et à Montréal. Les ports américains, techniquement neutres jusqu'en décembre 1941, installent discrètement des installations de dédorsage pour les navires qui rejoindront les convois britanniques. Gibraltar, Alexandrie, Le Cap, Bombay, partout où les navires alliés se concentrent, des équipements de dédorsage suivent. L'équipe de Goudev rédige des manuels de formation, expédie du matériel à l'étranger et forme des équipages étrangers aux techniques. Mais les navires continuent de mourir. Juin 1940 entraîne une catastrophe sur plusieurs fronts. La France tombe aux mains de l'Allemagne, donnant aux U-boats l'accès aux ports atlantiques de Brest et de Laron, coupant ainsi leur territoire de chasse de 450 000. Du coup, les sous-marins allemands peuvent rester en patrouille beaucoup plus longtemps, frappant des convois plus éloignés des côtes britanniques. Et même si des milliers de navires disposent désormais d'une protection anti-mine magnétique, ils restent vulnérables aux torpilles en eau libre. L'Admiralté fait face à des décisions de triage brutales. Donner la priorité aux navires de guerre ou aux navires marchands, aux nouveaux navires qui viennent d'être lancés ou aux navires plus anciens avec des années de service. Des navires rapides qui peuvent potentiellement dépasser les U-boats ou ralentir les transporteurs de marchandises transportant le plus de tonnage. Chaque choix signifie que certains navires attendront plus longtemps, resteront vulnérables plus longtemps et seront confrontés à des risques plus élevés. Les équipes de Goudev travaillent pendant le Blitz. Les quais de Londres brûlent à cause des bombardements allemands, mais les dégâts se poursuivent. Liverpool subit des coups dévastateurs en mai 1941. Plus de 2000 civils tués, les infrastructures portuaires mises à mal, mais la station de dédorsage continue de fonctionner. Glasgow, Belfast et Cardiff subissent toutes des raids aériens, tandis que les équipes de câbles continuent d'emballer les navires. À la fin des années 1940, la Grande-Bretagne avait désamorcé plus de 4000 navires. Au milieu de 1941, ce nombre dépassait les 10 000. Il s'agit d'une prouesse technique qui rivalise avec la construction des navires eux-mêmes. Sauf que cela se fait dans des conditions de guerre, avec des ressources limitées, une action ennemie constante et en sachant que chaque retard coûte des vies en mer. Les chiffres racontent l'histoire mieux que les mots. Au cours des 3 premiers mois de 1940, avant que le déhorsage ne se généralise, les mines magnétiques coulèrent ou endommagèrent 115 navires britanniques dans les eaux territoriales. À la fin des années 1940, après que des milliers de navires eurent reçu une protection contre le désamorçage, ce nombre tomba à moins de 20 navires pour la même période de 3 mois. En 1941, les pertes dues aux mines magnétiques deviennent presque négligeables, moins d'une douzaine de navires pour toute l'année. L'idée folle de Good a essentiellement neutralisé l'arme miracle de l'Allemagne. Mais sauver les navires des mines magnétiques ne représente que la moitié de la bataille. L'Atlantique lui-même reste un champ de bataille. U-boat ne se soucie pas de savoir si un navire est désordonné ou non. Les torpilles détruisent les coques, quelle que soit leur signature magnétique. Et 1941 devient l'année la plus brutale de toute la guerre des convois. Duni compte plus de 100 U-boats opérationnels à la fin de l'année. Et ces Wolfpack mutilent les convois avec une efficacité terrifiante. Rien qu'en novembre 1941, le U-boat coule 62 navires alliés totalisant plus de 300 000 tonnes. Pourtant, la désorption donne aux convois quelque chose dont ils ont désespérément besoin, la prévisibilité. Avant, les capitaines marchands étaient confrontés à des menaces provenant de plusieurs directions simultanément en eau profonde, aux mines magnétiques en eau peu profonde et aux attaques aériennes près des côtes. Les navires devaient relever des défis à partir du moment où ils quittaient les ports nord-américains jusqu'à ce qu'ils accostent en Grande-Bretagne, sans aucune zone de sécurité le long de la route. L'audace élimine une variable. Les convois peuvent désormais se concentrer entièrement sur la menace U-boat. Les commandants d'escorte n'ont pas à s'inquiéter des navires qui explosent aux approches du port.
Les navires peuvent emprunter des itinéraires évasifs à travers les eaux côtières peu profondes que les sous-marins ne peuvent pas suivre car les mines magnétiques n'y constituent plus une menace. Les Britanniques peuvent concentrer leurs ressources défensives, destroyers, avions et stations radars sur la guerre anti-sous-marine au lieu de les disperser sur de multiples menaces. L'impact psychologique est énorme. Les équipages marchands qui ont vu des navires exploser dans des ports soi-disant sûrs sont désormais convaincus que leurs navires désordonnés peuvent réellement atteindre le port. Le moral s'améliore. Les marins arrêtent de refuser des missions. Le rythme constant des explosions mystérieuses qui terrorisèrent la navigation britannique à la fin de 1939 et au début des années 1940 s'arrête tout simplement. Les navires coulent encore, en grand nombre. Mais au moins les équipages savent contre quoi ils se battent. En 1942, le programme de destruction devient une routine, il vaut à peine la peine d'être mentionné dans les rapports navals. Chaque navire est désagrégé aussi automatiquement qu'il est peint. Les nouveaux navires sont construits avec des serpentins de désorption déjà installés dans la coque. Des Liberty Ships sortent des chaînes de production américaines au rythme de 3 par jour. Tous incluent des systèmes de désorption en équipement standard. Ce qui semblait impossible en janvier 1940, protéger l'ensemble de la flotte alliée, devient une procédure opérationnelle normale en 1942. Les Allemands tentent de s'adapter. Ils modifient les mines magnétiques avec des déclencheurs plus sensibles, tentant de détecter même les navires à faible profondeur. Ils ajoutent des capteurs acoustiques qui répondent au bruit de l'hélice. Ils combinent des détonateurs magnétiques et à pression qui nécessitent à la fois une signature magnétique et une onde de pression provenant de la proue du navire. Mais chaque adaptation nécessite de nouveau une nouvelle production, un nouveau déploiement et les balayeurs d'esprit britanniques, maintenant qu'ils comprennent la menace, deviennent beaucoup plus efficaces pour éliminer les armes. La bataille de l'Atlantique se poursuit jusqu'en mai 1945 et Hubot reste meurtrier jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Mais la menace des mines magnétiques, qui a presque paralysé la navigation britannique en 1940, ne s'est jamais rétablie. La solution de Goodyear tient. Les navires continuent de traverser l'Atlantique, permettant à la Grande-Bretagne de se nourrir, de s'approvisionner et de participer au combat. Non pas parce qu'ils sont invincibles, mais parce qu'une arme de moins peut les tuer. Charles Goode ne devient jamais un nom familier. Aucun monument n'est construit pour lui rendre hommage. Aucun film hollywoodien ne dramatise son exploit. Alors que les chercheurs de code de Bletchley Park et les scientifiques radars de Botsey Manor reçoivent une reconnaissance d'après-guerre, l'homme qui a sauvé des milliers de navires et des dizaines de milliers de vies reste largement inconnu en dehors des cercles d'ingénierie navale. C'est souvent ainsi que fonctionne la guerre. Les innovations les plus cruciales se produisent discrètement, résolues par des personnes dont personne n'a entendu parler, tandis que les gros titres se concentrent sur les batailles et les généraux. Mais l'impact de son travail s'étend bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Le dégaussing devient une doctrine navale permanente pour toutes les grandes marines du monde. Les navires de guerre modernes utilisent encore des systèmes de désossage, bien qu'ils aient évolué vers des installations sophistiquées contrôlées par ordinateur qui s'adaptent en permanence aux conditions magnétiques changeantes. Les sous-marins, qui doivent éviter d'être détectés par les détecteurs d'anomalies magnétiques, utilisent une technologie de désorption encore plus avancée. Les mêmes principes protègent les câbles sous-marins. Instruments scientifiques et électroniques sensibles aux interférences magnétiques. L'héritage plus large de Goode réside dans la manière dont il a abordé le problème. Il ne considérait pas un officier de marine lié par la tradition et les tactiques conventionnelles. Il pensait qu'il s'agissait d'un scientifique qui comprenait que la guerre moderne signifiait de plus en plus combattre la physique elle-même. Le radar transformait le combat aérien en un jeu d'échecs électromagnétiques. Sonar faisait de la guerre sous-marine une bataille d'ondes sonores. Et les esprits magnétiques avaient transformé le champ magnétique terrestre en arme. La victoire reviendrait à celui qui comprendrait et exploiterait le mieux les principes scientifiques. La Royal Navy a reconnu ce changement. Le département de développement des armes diverses, où travaillait Goodyear, est devenu une institution permanente. La Grande-Bretagne a établi des liens plus étroits entre les universités et la recherche militaire. Les scientifiques ont cessé d'être traités comme des étrangers excentriques et sont devenus partie intégrante de la planification de la défense. Goode lui-même est devenu directeur des équipements navals terrestres, puis contrôleur de la recherche et du développement au ministère de l'Approvisionnement. Après la guerre, il fut fait chevalier et continua à travailler sur des problèmes scientifiques jusqu'à sa mort en 1980. Mais la leçon la plus importante de ce diplôme concerne peut-être la flexibilité institutionnelle sous pression. En 1940, la Royal Navy était l'une des organisations les plus traditionnelles de l'histoire. Des centaines d'années de coutumes, de protocoles et de procédures établies. Pourtant, face à une menace existentielle, alors que les navires explosaient et que les solutions conventionnelles ne fonctionnaient pas,
l'Amiralté a donné à un professeur d'université avec une idée folle le pouvoir de recabler toute sa flotte. Ce genre de courage institutionnel est rare. Pensez à ce que la Grande-Bretagne accomplit en moins de 2 ans. Ils ont pris un concept théorique, ont prouvé qu'il fonctionnait, l'ont adapté à des milliers de navires, ont formé des milliers de travailleurs, ont établi une infrastructure mondiale et ont essentiellement résolu un problème qui menaçait d'affamer la nation jusqu'à la capitulation. Tout en menant une guerre sur plusieurs fronts, en endurant des bombardements, en faisant face à une éventuelle invasion et en opérant dans des conditions de désespoir absolu. Les convois ont continué à naviguer. La Grande-Bretagne a survécu. Et même si le dégazage n'était qu'un facteur parmi tant d'autres, les tactiques de convoi, les porte-avions d'escorte, les avions de patrouille à long rayon d'action, le caudrin et le courage ont tous joué un rôle crucial. Cela a éliminé une menace mortelle précisément au moment où la Grande-Bretagne ne pouvait plus se permettre de nouvelles pertes. Parfois, en temps de guerre, l'idée la plus folle s'avère être la bonne. Parfois, emballer les navires dans des kilomètres de câbles électriques et les transformer en électro-aimants est exactement ce qui sauve une nation. Et parfois, le héros n'est pas l'amiral sur la passerelle ou le pilote dans le cockpit. Il s'agit d'un professeur de chimie canadien qui comprenait le magnétisme mieux que quiconque ne l'aurait cru possible.